Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous et c'est l'heure de votre débat du 12-15 qui, cette semaine, reste dominé par l'éducation. Après la rentrée administrative, la rentrée des classes se fait progressivement à travers le pays, mettant un terme à l'ambiance vacancière qui prévalait dans les ménages. Comment les parents, les élèves et les enseignants se réinventent-ils à chaque rentrée scolaire? Quelles dispositions l'État prend-il pour le succès de cette période de l'année assez particulière? Un questionnement que nous soumettons à nos invités, Félicien Evon, consultant chez Gabon 24, et Sandrine Carole Mecan, vice-présidente du Bureau national de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon, FENAPEG. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, Madame Cam, si Félicien et vous, et le consultant chez Gabon 24, on vous confondrait à un consultant de Gabon 24 aussi du fait que la thématique vous met au cœur, justement, de par votre profil. Effectivement, quand on parle de rentrée scolaire, les parents sont forcément au cœur de la rentrée. Ce sont les parents, les apprenants et les enseignants qui font la rentrée. Alors, comment vous vivez la rentrée scolaire? Est-ce que chaque année se ressemble ou il y a des années qui sont particulières? Alors, Madame Mekam vit la rentrée scolaire sur deux plans. Le premier plan, c'est un plan individuel. Je suis mère d'un étudiant et d'un lycéen. Donc, il y a ce vécu personnel. Et je vis également la rentrée scolaire sur un plan national du fait d'être vice-président de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Et on va dire que sur le plan personnel, la rentrée scolaire, c'est certes un cycle, parce que chaque année, c'est un recommencement, mais j'ai un adage personnel que je dis qui fâche parfois certains parents. Je dis la rentrée scolaire n'est pas un accident. Lorsqu'on on ferme les classes, le parent sait que dans 2, dans 3 mois, on va être confronté à la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, on la prépare progressivement pour ne pas subir des stress à la rentrée. Alors, certains diraient, et pas à tort, que c'est facile à dire, parce qu'il y a des parents dans nos prospections qui veulent bien préparer la rentrée scolaire comme certains le font, mais qui malheureusement ne peuvent pas le faire et qui doivent toujours attendre à la dernière minute pour courir, etc. Alors Félicien, vous êtes un observateur de la vie en société, vous êtes aussi père de famille. Alors, comment est-ce que vous vivez la rentrée scolaire? Est-ce que ça se présente? Est-ce que c'est un moment qu'on peut définir comme un défi et pour les élèves, pour les parents et pour les enseignants? Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur une actualité, parce que je bâtirais ça l'actualité de rentrée scolaire. C'est un défi d'abord pour les autorités, parce qu'au moment où les établissements ferment en juin et après tous les examens, et à l'issue des examens, l'État doit pouvoir procéder au paiement des vacations, l'État doit pouvoir procéder à l'achèvement de nouveaux lycées, de nouvelles écoles, l'État doit procéder au reclassement entre-temps des enseignants, les mises en solde. Donc l'État, pendant les vacances, ne faiblit pas. L'État continue à fonctionner parce que l'État doit affronter la future rentrée scolaire qui doit avoir un nombre d'enseignants plus accru, qui doit avoir des structures d'accueil plus opérationnelles sur l'ensemble du territoire. Donc pour l'État, c'est un défi. Maintenant, pour moi, en tant que parent d'élèves, pour des familles modestes, la sœur disait qu'elle en a 2, moi j'en ai 2, plus une nièce, ça fait 3.
il faut programmer en tant que citoyen. Et maintenant, il faut faire des choix. Plus l'enfant évolue dans son cursus, plus ça devient lourd à supporter pour des petits fonctionnaires. Et l'État ne vend plus trop, l'école publique n'étant plus assurée à 100%. Dieu merci qu'on a repris un peu les bourses. Le gouvernement de la transition a repris les bourses et une forme d'aide, soutien aux élèves pour que les élèves eux-mêmes, par le fruit de leur effort, puissent aussi se prendre en charge. C'est une avancée. Et maintenant, tous les parents ne pourront pas suivre de la maternelle, du pré-primaire, jusqu'à l'université, jusqu'au parachèvement des études, parce que jusqu'au parachèvement, notre système fait en sorte que vous êtes qualifié de chômeur. Vous n'aviez pas les dispositions requises pour pouvoir affronter le monde du travail. Or, l'État a eu pour effet de cumuler le ministère de l'Éducation nationale et celui de la formation professionnelle dans l'optique de faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas suivre les cycles longs, qui n'ont pas les aptitudes pour pouvoir suivre un cursus normal, puissent avoir entre-temps des débouchés pour faire la formation professionnelle et la formation continue. Dans les structures, nous en avions 4 en ce moment, de l'N7, nous avions un certain nombre de structures pour former les jeunes Gabonais. Donc pour moi, je dis que l'État en continu, il n'y a pas de répit. On peut prétendre qu'il y ait un répit de 3 mois en réalité pour les élèves, mais pour l'État, c'est une lutte continue de pouvoir offrir de manière régulière et continue. Parce que elle a dit c'est un cycle, mais c'est à répétition. Mais à répétition avec les charges, avec beaucoup de stress que les gouvernants doivent toujours assurer l'école publique. Alors, la particularité de cette émission, c'est qu'elle nous invite dans certains ménages, et avec votre permission, Madame Kam, nous allons nous inviter dans votre ménage et essayer de vivre justement cette rentrée scolaire. D'abord, au niveau de vos enfants, comment se réinventent-ils, comment se réadaptent-ils, ne fût-ce qu'au niveau d'aller se coucher, se réveiller, s'apprêter. Comment vivent-ils ce moment qui est assez particulier? Alors, vous êtes vraiment rentré dans mon foyer. Il faut dire que... Merci de nous y recevoir. Il faut dire que pendant les vacances scolaires, les apprenants, ils modifient totalement leurs attitudes. Ils deviennent de plus en plus couche-tard. Voilà, ça passe beaucoup de temps devant la télé, devant les loisirs, dans le téléphone. Et c'est, on va dire, on a le calendrier scolaire. L'Éducation nationale fait souvent l'effort de communiquer le calendrier scolaire. Même en période de vacances, on sait déjà à peu près à quelle période les cours vont reprendre. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'à quelques semaines de la rentrée administrative, je commence à lancer des alertes. Bientôt l'école, il faut réduire votre temps de loisir, on commence. Ça se fait progressivement parce qu'il ne faut pas que la rentrée de classe soit perçue pour l'enfant comme quelque chose de fâcheux. Vraiment, on nous a tout supprimé du coup. Ça va se faire progressivement. On supprime les loisirs, on réduit le temps que l'enfant passe sur le téléphone. Déjà, la particularité de mon foyer, c'est que j'ai 2 fils qui n'ont jamais eu de compte Facebook, par exemple. Ah bon? Le dernier, le plus jeune, il va en licence 2 aujourd'hui et il n'a pas de compte Facebook parce qu'il est mineur. Alors, son aîné a eu le droit d'ouvrir un compte Facebook à l'âge de 30, il a eu ses 19 ans, mais malheureusement, il n'est plus intéressé par la question. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Donc, ils sont par exemple sur WhatsApp. Donc, autant de choses que tous les parents d'ailleurs feraient mieux d'appliquer parce que les distractions éloignent l'enfant, déconcentrent les enfants. Donc, et en général, j'attends. Là, c'est lancé. Celui qui est à l'université, en faculté de droit, il va commencer en novembre. Donc, j'attends souvent que les classes soient effectivement ouvertes pour faire les fournitures. Je ne fais pas les fournitures avant l'ouverture des classes parce que je préfère me conformer à ce que les enseignants demandent. Et en général, le lycée,
c'est chaque enseignant qui vient avec sa liste de fournitures. Donc, on attend. Alors, Félicien et vous, nous nous rendons chez vous. Comment est-ce que les habitudes se bousculent? On cesse les habitudes vacancières pour réintégrer les habitudes scolaires? Oui, merci. La famille n'est plus ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, vous aviez, selon le cas, certainement, elle est dans un foyer où elle est mariée, mais lorsque vous aviez 2 enfants avec une partenaire qui ne vit pas avec vous, un autre qui vit avec vous. Une famille recomposée, monoparentale. Une famille recomposée, c'est suffisamment difficile. Mais toujours est-il que pendant les vacances, les enfants, il faut les habituer à un certain rythme. Autant l'école permet qu'ils puissent avoir accès à tous les médias, à la connaissance et qui se fait généralement en français, mais autant que faire se peut, à la maison, on essaye de faire passer notre culture par les méthodes orales. Maintenant, la rentrée, on la prépare progressivement parce qu'il est difficile d'acheter tout d'un coup. Généralement, ma nièce qui va en 4e, moi-même j'étais en 4e, je sais à peu près les cahiers qu'il faut déjà acheter dès le mois de juillet pour que ça ne pèse pas. Donc j'anticipe, il y aura des particularités sur certains livrets, sur certains livres, mais l'essentiel, bic, règles, équerre, tout ça, c'est des choses que moi j'ai utilisées. Donc je peux anticiper sur les fournitures scolaires. Sans aller en profondeur dans les spécificités, mais au moins en ce qui concerne les cahiers, les couvertures, le sac, les chaussures. Donc tout ça, il ne faut pas que ça pèse sur les parents. Et généralement, les parents doivent faire des choix de pouvoir anticiper les dépenses dès la fermeture des classes, dès fin juillet, jusqu'en fin août, pour permettre qu'en septembre, vous soyez totalement allégé en fonction du niveau des enfants. Maintenant, ceux qui sont à l'université, c'est autre chose. Donc, moi, j'ai d'abord la difficulté, c'est déjà que lorsque les enfants vont en vacances chez les parents, en règle générale, la solidarité n'est plus comme avant. Généralement, quand mon père vivait, ceux qui venaient en vacances chez nous, papa s'arrangeait par la mesure de solidarité, repartait avec les fournitures. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que l'enfant est parti chez la maman de ta copine. Généralement, ce sont des gens du village qui n'ont pas grand-chose. Et vous savez que vous êtes obligé, malgré que l'enfant est parti en vacances, vous êtes obligé de prévoir sa venue. Or, vous voyez que ça a changé. Le monde occidental est venu remplacer la solidarité qui existait avant chez nous. Oui. Alors Madame Kam, la rentrée scolaire impose un rythme qui ne s'applique seulement pas qu'aux enfants. Ça veut dire que le ménage, la famille, le foyer, tout le monde se réorganise pour que finalement ce soit le rythme scolaire qui guide la manœuvre. Tout le monde se met au lit au même moment parce qu'il faut se réveiller à une certaine heure pour les apprêter. Ce moment, est-ce que le parent peut-être qui n'est pas en congé au même moment que les enfants, est-ce qu'il éprouve des difficultés ou pour lui c'est juste une continuité, comme vous le dites, les vacances c'est un cycle, la rentrée c'est un cycle autant pour moi. Alors là je vais essayer de sortir de ma peau pour me mettre dans la peau d'autres parents. La rentrée ça peut être un moment de stress pour plusieurs parents parce que ça va dépendre à ce moment de l'âge des apprenants. Donc, quand on est dans une famille où les apprenants sont très jeunes, voilà, la rentrée bouleverse totalement les habitudes que les parents avaient pendant les vacances. Parce que le parent est obligé, même s'il est en congé, même s'il n'est pas actif, il est obligé de se lever à une certaine heure pour apprêter les enfants avec les problèmes de transport. Il ne faut pas que les enfants arrivent en retard à l'école. Et vous voyez que aujourd'hui, on n'a pas forcément la chance d'avoir un enfant qui est dans une école à proximité. Vous avez suivi tous les problèmes, les débats qu'il y a eu autour de l'orientation cette année. Il y a des enfants qui, malheureusement, malgré le vœu,
les vœux qui ont été émis pour des problèmes de structure d'accueil ont été envoyés très loin de leur lieu d'habitation. Donc, pour ces familles-là, ça va être un chamboulement total. Parfois, les parents se retrouvent en train de chercher un transporteur pour assumer le transport des enfants. Si c'est un parent qui travaille, par exemple, au privé, il a l'obligation d'être à son lieu de travail à 7h30, il va engager des dépenses supplémentaires. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident de trouver un transporteur qui va vous prendre 40 000, 50 000. Ça va chercher dans les 70 80 000 parfois pour un seul enfant. Donc, vous imaginez une famille qui est confrontée à ça, c'est vraiment stressant. Donc... OK. Me suivez-vous, quand on parle de rentrée scolaire, ce ne sont seulement pas les parents qui se mettent à la manœuvre, mais aussi et surtout l'État. C'est vrai que vous avez déjà embrayé sur cette pédale-là, mais nous allons un peu plus en profondeur pour voir que l'État devrait anticiper en ce sens que les effectifs deviennent de plus en plus importants. Il faut participer également à la réhabilitation des infrastructures. Il faut, à côté de cela, tout un écosystème pour les opérations d'inscription, de réinscription. Donc, finalement, l'État se doit d'anticiper pour que, véritablement, au regard de l'importance que revêt la période de rentrée scolaire sur la qualité d'une année scolaire, que l'État mette véritablement tout ce qu'il faut pour qu'une rentrée scolaire soit efficace et effective. Bien entendu, vous faites bien de le souligner. L'État est obligé, parce que la loi gabonaise permet que l'enfant, la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc l'État, le phénomène, vous l'avez souligné implicitement, le phénomène de saturation dans les classes, mais elle est due au fait que, malgré que l'État prévoit, mais l'État, face à la difficulté qu'il n'arrive pas, l'État essaie déjà de garantir tous les transferts des gens, des parents d'élèves qui sont mutés par les transferts officiels, ce qu'on appelle généralement les transferts officiels. Mais l'État aussi est, la demande étant très forte. On a parlé il y a une quinzaine d'années du zonage scolaire, mais ça ne suit pas. Parce que où l'État va trouver des terrains en pleine zone scolaire, en plein quartier, dans les quartiers déjà qui sont déjà trop concentrés. Ils vont trouver des terrains pour faire des lycées où il faut bien trouver, on va encore déguerpir les gens. Il faut de la volonté, il faut qu'il y ait des citoyens qui acceptent d'aller un peu plus vers les banlieues pour permettre qu'il y ait construction des lycées, construction des collèges, construction des établissements à cycle complet. Donc tout ça, ça demande une concentration de moyens, ça demande une planification, d'où l'État est en perpétuelle recherche des nouvelles solutions pour désengorger le trop-plein des élèves qui arrivent de l'intérieur et ceux qui sont sur place ici. On ne stoppe pas les naissances, donc l'État est contraint de pouvoir se surpasser d'année en année. Il faut que l'État construise davantage, parce qu'il ne faut pas arrêter de construire. Or, l'État doit aussi payer les salaires, programmer les mises en solde des nouveaux enseignants, programmer les indemnités que les enseignants demandent. Donc tout ça, l'État, c'est supporté par le seul État. Donc, mais l'État doit, ce sont ses obligations régaliennes. L'État est obligé, l'État est condamné, je dirais même condamné à pouvoir poursuivre cet effort. Donc c'est des efforts inlassables que l'État est obligé de prendre sur lui. Parce qu'il y a l'éducation, il y a la santé, qui sont deux secteurs les plus prioritaires du pays. Alors, lorsqu'on parle de rentrée scolaire, lorsqu'on parle de tout ce qu'il y a à mettre sur pied, lorsqu'on parle du vécu, justement, de cette rentrée scolaire, on ne saurait passer sans faire un clin d'œil, justement, à ces parents-là, des enfants vivant avec un handicap, à ces établissements-là spécialisés dans la prise en charge, justement, de ces enfants vivant avec un handicap. Les parents, ces parents-là qui doivent véritablement redoubler d'ardeur, qui doivent véritablement être encadrés, être accompagnés. Madame Mekan, vous qui êtes au Bureau national de la Fédération nationale des parents
d'élèves et étudiants du Gabon. Est-ce qu'au sein de votre structure, il y a également ces parents-là? Oui, on a l'APE de l'ENA, en Nzanyon, qui est affilié à la FENAPEC. Ce sont les enfants malentendants et muets également. Donc, mais il n'y a pas que cet handicap. Le constat qui est fait, c'est qu'en général, les enfants vivant avec un handicap sont scolarisés dans des structures privées, en dehors de l'ENA en Nzanyon. L'État n'a pas d'autres structures qui accueillent ces enfants. Donc, c'est des parents qui se retrouvent en difficulté sur le plan financier parce que c'est des structures spécialisées qui coûtent excessivement cher. Donc, l'État devrait vraiment faire un effort d'investir des structures d'accueil pour ces enfants différents parce que ce n'est pas évident pour eux d'être scolarisés dans les établissements où on envoie tout type d'enfants. Et surtout que certaines structures qui reçoivent ces enfants devraient aménager les espaces pour que l'accessibilité soit vraiment véritablement effective. Voilà. Donc il y a déjà ça, ce problème de structure, ce n'est pas évident pour eux. Et les professionnels qui les encadrent également doivent recevoir une formation spécifique parce que c'est des enfants qui ont besoin d'être accompagnés par beaucoup de psychologues, des professionnels par rapport à leur façon de s'exprimer et tout. C'est toute une autre formation. Donc l'État devrait former ces professionnels-là et mettre en place des structures pour que les parents qui ont des enfants vivant avec un handicap ne scolarisent plus leurs enfants à coups de millions. Parce que vraiment, on a visité une école du côté du bas de Guégué. Leur scolarisation coûte vraiment cher aux parents. Ce qui cause beaucoup de stress, oui. Beaucoup et vous allez remarquer, et il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas scolarisés à cause de ça, parce que certains parents ne peuvent pas payer leur... certains sont accompagnés par des ONG qui prennent certains cas et qui payent leur scolarisation, mais les ONG ne peuvent pas soutenir tous les enfants vivant avec un handicap qu'on a dans le pays. Il faudrait vraiment que l'éducation nationale se penche aussi de ce côté. C'est-à-dire prévoir, il y a des complexes scolaires qui ont été livrés dernièrement. On devrait avoir un palier pour les enfants vivant avec un handicap dans ces grands complexes. Merci à vous, Madame Kam. Vous êtes vice-présidente du Bureau national de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Gabon 24. À vous aussi, moi qui vous remercie. Félicien et vous êtes consultant chez nous, Gabon 24. Merci. Merci. À vous aussi, Madame, merci de nous avoir regardés. C'est fini pour votre débat du 12-15 d'aujourd'hui. Les programmes restent en continu sur Gabon 24.